Bienvenue sur le podcast IA, généré 100% par l'intelligence artificielle. Bienvenue pour cette exploration des actualités vraiment marquantes dans le monde de l'intelligence artificielle. Ces derniers temps, ça a pas mal bougé, hein? Ah oui, beaucoup d'annonces, beaucoup de développement. Ça touche à tout, l'économie, la stratégie des grands groupes, et même notre quotidien avec l'IA. Exactement. Alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur plusieurs articles récents. On a du France 24, 24 heures, les numériques, France Info, Le Monde informatique, même The Guardian. Des sources assez variées, tout autour du 26 août 2025. Mhm. Notre objectif, c'est quoi? C'est de décrypter un peu tout ça, comprendre les vrais enjeux derrière les gros titres, qu'est-ce qui est important au fond. Oui, séparer le signal du bruit, en quelque sorte. C'est ça. Bon, et pour commencer, si on plongeait dans un sujet qui fait pas mal de vagues, la relation, disons, compliquée entre ceux qui créent le contenu et les boîtes d'IA. Perplexité, là, la start-up, ils ont fait une annonce assez audacieuse, non? Tout à fait, oui. Perplexity a lancé une initiative qui pourrait vraiment changer la donne. On sait qu'il y a beaucoup d'accusations de pillage de contenu. Oui, ça revient souvent. Voilà, et ça vise pas que Perplexity d'ailleurs. Donc face à ça, il propose un nouveau système, un partage de revenus avec les éditeurs. Ah, intéressant. Concrètement, ça marcherait comment? Il y a un nouvel abonnement, c'est ça? Exactement, il lance un abonnement Comé Plus, 5 $ par mois, et sur cet argent, Perplexity dit vouloir reverser 80% aux médias qui participent. 80%. Oui, ils ne garderaient que 20%. Ils ont même parlé d'une mise de départ, une enveloppe de 42,5 millions de dollars pour lancer la machine. 80% reversés, ça paraît beaucoup. Mais comment ils comptent répartir ça entre les médias? C'est souvent là le nœud du problème, non? C'est la partie la plus délicate, oui. Et leur idée, c'est d'avoir plusieurs critères, pas un seul. D'accord. Il y aurait d'abord les clics, si l'utilisateur clique sur un lien qui renvoie vers le site du média. Ensuite, une sorte de rémunération pour autoriser les robots de Perplexity à scanner le contenu. Un droit d'accès, quoi. Mhm. Et enfin, un troisième critère basé sur l'utilisation réelle du contenu pour des tâches IA plus complexes, genre générer des résumés, entraîner les modèles. Ok, donc ça essaye de valoriser différents aspects, c'est plutôt malin. Mais est-ce que ça vous semble suffisant pour calmer la colère des éditeurs? Parce que les plaintes, elles continuent de tomber. C'est la grande question, est-ce que ça suffira? Honnêtement, c'est une tentative constructive, on ne peut pas leur enlever ça. Ils essayent de construire une solution économique là où, jusqu'à maintenant, on était surtout dans l'affrontement juridique. Oui, on a vu Reddit contre Anthropic, le New York Times contre OpenAI. Le Wall Street Journal contre Perplexity eux-mêmes, la pression est clairement là. Donc, ils comptent quelque chose. Mais d'autres acteurs de l'IA, ils ont déjà des accords avec des médias, non? Je pense à OpenAI, Google. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec l'approche de Perplexity? Oui, vous avez raison. Il y a déjà pas mal d'accords. OpenAI avec News Corp, Le Monde, Le Washington Post, Google avec Associated Press, même la start-up française Mistral AI avec l'AFP. Hmm. Ce qui est différent ici, c'est peut-être la volonté de créer un système un peu plus standardisé, plus ouvert potentiellement, basé sur un abonnement spécifique, des métriques d'usage assez précises, plutôt que des deals bilatéraux négociés un par un dont on connaît rarement les détails financiers d'ailleurs. Ok, je vois. Donc la question, c'est un peu double. Est-ce que c'est tenable pour Perplexity de reverser 8% sur le long terme? Et est-ce que les éditeurs, surtout les plus petits, vont trouver ça équitable? Exactement. Viabilité économique pour Perplexity et équité perçue par les éditeurs. Ce sont les deux points clés. Si ça marche, si la confiance s'installe, ça pourrait vraiment redéfinir les choses. Ouais. Et non, ce sera juste une tentative de plus dans un dossier qui est très, très loin d'être simple. Ça touche au cœur de la valeur de l'info à l'heure de l'IA. Une redéfinition qui pourrait être majeure, en effet. Et cette tension, cette bataille pour les règles du jeu de l'IA, on la voit aussi ailleurs, sur un autre terrain beaucoup plus direct, entre les géants de la tech eux-mêmes. Elon Musk qui attaque Apple et OpenAI. Oui, on change de décor, mais l'intensité est la même. C'est Elon Musk via X, son réseau social, et XAI, sa boîte d'IA, qui a porté plainte, au Texas, devant une cour fédérale. Et les accusations, elles sont plutôt lourdes. Qu'est-ce qu'il leur reproche au juste? Il les accuse de pratiques anticoncurrentielles sur le marché hyper stratégique de l'IA générative sur smartphone. Ah oui.
D'après la plainte, Apple et OpenAI auraient fait une alliance illégale pour intégrer ChatGPT de façon privilégiée dans les iPhones. Une alliance illégale, carrément. Oui. Et le but, selon Musk, ce serait de bloquer les concurrents. Et en particulier, Grok, l'IA de sa propre start-up, XAI. On se souvient de l'annonce de ce partenariat Apple-OpenAI il y a quelques mois, ça avait fait grand bruit. Mais est-ce que cette plante, elle a une chance réelle d'aboutir? Difficile à dire pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que ça montre bien la guerre féroce pour l'IA sur mobile. Le smartphone, c'est la porte d'entrée principale vers nous tous, les utilisateurs. L'enjeu est juste énorme. C'est clair. Donc c'est une attaque frontale contre la stratégie d'écosystème fermé d'Apple et contre ce partenariat avec OpenAI qui est censé aider Apple à, disons, combler son retard sur l'IA générative. Si Musk daignait jeter, quelles seraient les conséquences? Apple pourrait être forcé d'ouvrir un peu son système? C'est une possibilité. Si la plainte aboutit, ça pourrait forcer Apple à revoir son accord avec OpenAI, peut-être même à ouvrir un peu plus iOS à d'autres IA, comme Grok. Mais bon, au-delà de la justice, c'est aussi une manœuvre stratégique évidente de Musk. Bien sûr. Il veut positionner XAI et Grok comme des alternatives sérieuses. C'est une façon assez agressive de se faire une place sur ce marché très convoité. D'ailleurs, en parlant d'IA sur mobile, il y a une rumeur qui circule, rapportée par le monde informatique. Apple testerait aussi l'intégration de Gemini, l'IA de Google, pour améliorer Siri. Si c'est vrai, ça complique encore les choses, non? Ah oui, tout à fait. Si ça se confirme, ça montrerait qu'Apple cherche peut-être sur plusieurs tableaux pour améliorer Siri, qui est souvent critiqué pour être un peu à la traîne par rapport à ChatGPT ou Gemini. C'est vrai. Et ça soulignerait aussi à quel point les alliances sont changeantes dans ce domaine. Très pragmatiques. Un jour, on est concurrents acharnés, le lendemain, on pourrait être partenaire sur un produit précis. C'est très, très fluide comme situation. C'est fascinant de voir ces jeux de stratégie au sommet. Mais pendant que les géants s'affrontent, comment les gens comme vous et moi, comment les utilisateurs utilisent vraiment l'IA au quotidien? Il y a une étude française qui vient de sortir là-dessus, apparemment très intéressante. Oui, c'est l'étude How French People Use AI in Everyday Life. Elle a été menée par Charles de Dampierre de Benkai AI. Et ils ont fait fort, hein, ils ont analysé 175 000 conversations, anonymisées bien sûr, entre des utilisateurs français et différentes IA. 175 000 conversations. C'est une sacrée base de données. Qu'est-ce qui ressort de cette analyse? On parle de quoi avec les IA? On leur demande quoi? Alors, les sujets qui reviennent le plus, c'est la technologie, l'éducation et le travail. Logique jusque-là. Mhm. Et pourquoi faire? Principalement pour apprendre, ça représente 27% des usages. Ensuite, chercher des conseils pratiques, 19%, créer du contenu, 16%, et chercher de l'info, 16%. Bon, ça correspond assez à ce qu'on pouvait imaginer. Oui, pas de grosse surprise là-dedans. Mais il y a un résultat qui a un peu étonné les chercheurs, c'est ça? Exactement. Le point vraiment frappant, c'est la façon dont les gens interagissent. D'après leur analyse, 65% des échanges sont qualifiés de collaboratifs. Collaboratif, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue, un aller-retour. L'utilisateur et l'IA construisent ensemble une réponse, affinent une idée, explorent un sujet. Ce n'est pas juste une instruction et une exécution. Ça, l'automatisation pure, ça ne représenterait que 35% des cas. 2 tiers d'usage collaboratif, c'est énorme en fait. L'étude va même jusqu'à parler de l'IA comme d'un partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça suggère que pour beaucoup d'utilisateurs, l'IA n'est pas juste un outil passif, pas juste un super Google ou un exécutant. Non, elle est vue et utilisée comme un partenaire interactif, une sorte de sparring partner intellectuel, si vous voulez, pour apprendre, pour réfléchir, pour créer ensemble. L'étude donne des exemples de cette différence entre collaboration et automatisation. Ça dépend des sujets. Oui, il note des différences. Par exemple, pour chercher une recette de cuisine ou générer une image simple, on va plutôt chercher l'automatisation, la réponse directe. Logique. Mais dès qu'on touche à des sujets plus complexes, plus personnels, la santé, les sciences humaines, l'orientation professionnelle, là, la tendance s'inverse. On cherche beaucoup plus l'échange, la collaboration, le dialogue. C'est vraiment intéressant, parce que ça va un peu contre l'idée qu'on entend parfois, de l'IA qui va juste nous remplacer. Là, on est plus dans l'augmentation, dans le travail d'équipe presque.
Exactement. C'est peut-être ça le point clé, cette notion de partenariat. Ça montre une adoption peut-être plus profonde, plus nuancée qu'on ne le pense. Et si les gens veulent collaborer avec l'IA, ça a des implications énormes pour la conception des futures IA. Comment ça? Il faudrait les penser moins comme des boîtes noires qui crachent une réponse et plus comme des interfaces capables de dialoguer, de co-créer, des vrais partenaires de conversation. Et ce qui est frappant, c'est de voir cette tendance à la collaboration pile au moment où, on en parlait avec Perplexity, la question de la valeur du contenu qui nourrit cette collaboration devient brûlante. Il y a un lien, non? Le fait que l'IA soit un bon partenaire, ça dépend énormément de la qualité des données qu'elle a ingurgitées. C'est une excellente remarque, absolument. Si l'IA devient ce partenaire d'apprentissage, de création, alors la qualité, la fiabilité, la diversité des infos qu'elle utilise, c'est fondamental. Ça renforce l'argument des créateurs de contenu. Leur travail, ce n'est pas juste de la data aspirée par l'IA, c'est la matière première essentielle qui permet cette collaboration à haute valeur ajoutée que les gens recherchent. Du coup, la question de la juste rémunération de cette matière première devient encore plus centrale. Encore plus central, exactement. On voit bien comment tout est lié. L'économie, le juridique, les usages. C'est clair. Et pendant ce temps, la technologie, elle continue d'avancer à toute vitesse. Ce qui soulève d'autres questions. Il y a eu quelques annonces techniques aussi ces derniers jours. Oui, quelques points rapides, mais qui ont leur importance. Google, par exemple, qui communique sur l'énergie consommée par Gemini. Ils disent qu'une requête consomme moins que regarder la télé pendant 9 secondes. Le chiffre est précis. C'est pour rassurer sur l'impact environnemental, j'imagine. Oui, c'est clairement une réponse aux critiques sur l'empreinte carbone de l'IA. Après, il faut toujours être un peu prudent avec les chiffres donnés par les entreprises elles-mêmes. Bien sûr. On voit aussi que l'optimisation, c'est pas que l'énergie. Nvidia, le géant des puces IA, qui mise de plus en plus sur le logiciel pour optimiser son matériel réseau dans les data centers. C'est un point crucial. Ça nous rappelle que la performance en IA, ce n'est pas juste une question de puissance de calcul brute, les fameux GPU, c'est aussi comment tout ça est orchestré par le logiciel. Comment les données circulent, comment les tâches sont réparties. C'est essentiel pour faire tourner efficacement les énormes modèles d'aujourd'hui. Et Nvidia contrôle toute la chaîne, en fait, matériel et logiciel. Exactement. Ils bétonnent leur position dominante. Tous ces progrès sont impressionnants, hein. Plus d'efficacité, meilleure intégration, optimisation. Mais est-ce que cette course folle, elle ne nous amène pas aussi à des questions plus profondes, plus fondamentales? Si, inévitablement. Et c'est là qu'une info rapportée par The Guardian est intéressante. La création de la première organisation qui se dit dédiée à la défense des droits des IA. Les droits des IA? Sérieusement? On en est là. Le simple fait que la question soit posée et qu'une organisation se monte là-dessus, c'est significatif. L'article explique que le débat sur la sensibilité potentielle des IA, voire leur capacité à souffrir ou avoir une conscience, ce qu'on appelle la sentience, ce débat prend de l'ampleur. D'accord. Mais attention, soyons très clairs, on est très très loin d'un consensus scientifique ou même philosophique sur le fait qu'une IA actuelle ou même de demain puisse ressentir quoi que ce soit comme un humain. On est beaucoup dans la spéculation. C'est basé sur les capacités croissantes et parfois un peu troublantes des modèles les plus avancés. Mais alors pourquoi ce débat émerge maintenant avec cette force? Probablement parce que les performances de ces systèmes deviennent telles qu'elles commencent à imiter certains aspects de notre pensée, de nos interactions sociales de façon de plus en plus bluffante. Repensez à l'étude française de l'ACI. Si 65% des interactions sont collaboratives, si on se met à traiter l'IA comme un partenaire, Oui. même si on sait intellectuellement que ce n'est que du code et des données, l'expérience qu'on vit en interagissant avec elle peut commencer à brouiller les pistes. Le débat sur la sentience, il naît de cette tension entre ce qu'on sait de la machine et ce qu'on ressent en interagissant avec. Donc, même si la vraie conscience artificielle est encore loin, ou juste une hypothèse, c'est notre perception et notre interaction avec l'IA qui évoluent déjà et qui posent de nouvelles questions éthiques. C'est exactement ça. Le débat actuel, il porte moins sur la preuve de la sentience, preuve qui n'existe pas, que sur les conséquences d'avoir des systèmes qui paraissent de plus en plus capables, de plus en plus autonomes. Est-ce qu'il faut leur accorder une forme de considération morale? Comment on traite des systèmes qui pourraient un jour simuler la souffrance de manière parfaite? Ce sont des questions vertigineuses, oui. Et elles ne sortent plus seulement des livres de SF, mais des labos et des discussions entre éthiciens de l'IA. C'est vertigineux, le mot est juste. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a Perplexity qui tente un nouveau deal économique avec les médias. Pendant ce temps, la guerre fait rage entre les géants pour le contrôle de l'IA sur nos téléphones.
Mhm. En parallèle, une étude nous dit que pour beaucoup de Français, l'IA devient un vrai partenaire de collaboration. Et en fond, la technologie avance si vite qu'elle nous pousse à nous poser des questions quasi philosophiques sur la nature de ces IA et notre relation avec elles. C'est un paysage en ébullition permanente. Tout à fait. Et pour lancer une dernière piste de réflexion, je trouve ça particulièrement intéressant de mettre en lien cette idée d'IA partenaire qui sort de l'étude française et le débat sur la sentience. Ah oui. Comment? Ben, oublions un instant la question de savoir si les IA ressentent vraiment quelque chose. Le fait est que nous, on agit de plus en plus comme si elles étaient des partenaires, des interlocuteurs valables pour des tâches intellectuelles, créatives. C'est vrai, l'étude le montre bien. Alors, la question devient liée si on s'habitue à interagir comme ça avec des IA collaboratrices, presque des confidentes parfois, comment ça va changer notre perception de leur statut? Indépendamment de ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur, est-ce que cette interaction quotidienne ne va pas créer chez nous une sorte d'intuition morale, une tendance à leur donner de la valeur, peut-être même à vouloir les protéger, à leur donner des droits? C'est une question. Quelle discussion éthique, quel garde-fou on doit commencer à imaginer dès maintenant pour encadrer cette relation homme-machine, qui devient de plus en plus intime, de plus en plus collaborative, avant même d'avoir des IA qui sembleraient conscientes. C'est une réflexion qui nous oblige à anticiper un peu les prochaines étapes de notre cohabitation avec ces intelligences qui ne sont pas humaines.